Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu spécial. On ne va pas analyser un article ou une étude ou même un livre entier. Non, on va se concentrer sur une seule et unique phrase. Une phrase tirée de la Bible, de l'Épître aux Hébreux, qui est une véritable bombe de métaphores. Et notre mission, c'est un peu de la désamorcer, de voir tout ce qu'on peut en extraire. C'est un défi intéressant, oui, parce que cette phrase, c'est un peu comme un haïku théologique en fait. Chaque mot est choisi pour un impact maximal. On pourrait passer 1 heure sur chaque terme. Exactement. Alors, pour que tout le monde l'ait bien en tête, je vais la lire une bonne fois. Ça dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà, le programme est dense. J'ai l'impression qu'on va traiter cette phrase un peu comme le code source d'une application. On va l'examiner ligne par ligne pour voir comment l'auteur construit cette image qui est incroyablement puissante. On part là-dessus? Ça vous va comme approche? C'est parfait, on va décortiquer la mécanique de cette image. Super. Alors, commençons par la toute première déclaration. La parole de Dieu est vivante et efficace. Bon, vivante, je comprends l'idée. Ce n'est pas une lettre morte, pas juste de l'encre séchée sur un parchemin, c'est quelque chose qui agit. Mais juste après, le texte ajoute efficace. Et ça me paraît un peu redondant, non? Si quelque chose est vivant, est-ce que ce n'est pas déjà efficace? Par définition, qu'est-ce que ce deuxième mot apporte de plus? C'est une excellente question, vraiment, parce que ça touche au cœur de l'intention de l'auteur. Le mot vivante y pose l'idée d'une force organique qui interagit, qui n'est pas statique. Mais le mot efficace est beaucoup plus précis. Le terme grec original, c'est énergès, et c'est la racine même de notre mot énergie. Ah, d'accord. Donc il faut pas le comprendre au sens de ça marche bien, quoi. Exactement. Il faut l'imaginer non pas comme un texte, mais comme une batterie chargée. Elle n'est pas là pour être lue passivement. Elle est là pour agir, pour libérer de l'énergie et provoquer un changement concret. Vivante, c'est sa nature. Énergès, c'est sa fonction. C'est une force en action. On ne parle pas d'une simple information, mais d'un agent dynamique et puissant. Un agent puissant, c'est intéressant, parce que l'image qui suit est tout sauf abstraite. On passe directement à une arme, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pourquoi cette violence dans la métaphore? On quitte le monde de l'énergie pour celui du combat, là. Parce que l'auteur veut nous faire comprendre que cette énergie, ce n'est pas une force douce et diffuse. Non, c'est une force précise, ciblée et capable de trancher dans le vif. La métaphore de l'épée à 2 tranchants, la makaera distomos en grec, elle est choisie avec un soin immense. Ce n'est pas une simple épée. C'est une arme qui coupe aussi bien quand on donne un coup que quand on le retire. Elle tranche dans les 2 sens. Attendez, une parole qui coupe dans les 2 sens, ça reste un peu abstrait pour moi. Concrètement, ça pourrait vouloir dire quoi? Vous auriez un exemple? Bien sûr, on peut imaginer par exemple une parole qui agit à la fois sur le monde extérieur et sur notre monde intérieur. Ou, de façon plus directe, une parole qui peut à la fois réconforter celui qui souffre et en même temps confronter celui qui est trop sûr de lui. Elle peut construire et en même temps élaguer ce qui est mort, ce qui ne sert plus. C'est une lame qui ne peut être arrêtée ni par la dureté extérieure, ni par la résistance intérieure. C'est pour ça que le texte précise « plus tranchante qu'une épée quelconque ». C'est une sorte d'arme ultime, conceptuelle, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Waouh! D'accord. Donc on ne parle pas juste d'une épée normale, c'est une sorte d'archétype de l'arme parfaite. Et juste après, le texte nous dit ce qu'elle coupe, et là, ça devient presque chirurgical. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, l'image est d'une précision folle. C'est une escalade, oui, c'est exactement ça. L'auteur nous montre la puissance de l'arme, et maintenant il nous montre sa cible et sa précision redoutable. Il utilise 2 paires d'éléments pour couvrir en fait la totalité de l'expérience humaine. La première est immatérielle, âme et esprit. Et là, j'avoue que je suis un peu perdue. Pour quelqu'un comme moi, âme et esprit, ça semble être plus ou moins la même chose. C'est le moi intérieur, non? C'est une confusion très courante. Et c'est justement là que le texte veut nous amener. Imaginez votre monde intérieur comme un ordinateur. L'âme, la psyché en grec, ce serait le système d'exploitation de base. Vos émotions, votre personnalité, vos désirs,
tout ce qui vous fait fonctionner au quotidien. D'accord. L'esprit, le pneuma, lui, ce serait la connexion Wi-Fi, votre lien à quelque chose de plus grand, vos aspirations profondes, votre conscience spirituelle. Ah oui, je vois. L'image est parlante. Ce que le texte affirme, c'est que cette parole est un programme de diagnostic si avancé qu'il peut faire la différence entre un bug dans votre système d'exploitation, une émotion qui déraille, par exemple, Mhm. et une mauvaise connexion au réseau, une crise de foi ou de sens. C'est un scalpel psychologique d'une finesse absolue, capable de distinguer des nuances en nous qu'on est souvent incapable de percevoir nous-mêmes. C'est incroyable comme image. Et juste après cette dissection de l'invisible, on bascule dans le concret le plus total avec la deuxième paire, jointure et moelle. L'image est très physique là, presque dérangeante. On a l'impression que l'auteur veut nous faire sentir cette dissection dans notre propre corps. C'est exactement l'effet recherché. C'est viscéral. Les jointures, ça représente ce qui nous structure, ce qui nous permet de nous mouvoir dans le monde. La moelle, elle, est cachée au plus profond de l'os. Et dans la pensée antique, c'est la source même de la vie, le secret le mieux gardé du corps. Atteindre la moelle, c'est atteindre le cœur de la vitalité physique. Donc si on combine les deux paires, on a une analyse du logiciel intérieur, avec âme et esprit, C'est ça. et une analyse du matériel physique avec jointure et moelle. Précisément. En associant ces deux images, l'auteur dit « Il n'y a absolument aucune partie de l'être humain, de ses pensées les plus secrètes à la composition de ses os, qui puisse se cacher de cette parole. Sa pénétration est totale et absolue. Rien ne lui échappe. » D'accord, le tableau est presque complet et honnêtement un peu intimidant. On a une force active comme une batterie, une arme conceptuelle plus tranchante que tout et une capacité de dissection totale. Mais pour faire quoi? Le mot qui arrive à la fin, c'est « elle juge ». Et ça fait un peu peur. On imagine tout de suite un tribunal, un marteau, un verdict qui tombe. Et c'est là que la dernière pièce du puzzle vient tout éclairer. Le mot grec traduit par « juge », c'est « kritikos ». Il a bien sûr donné le mot « critique » en français. Mais son sens premier, ce n'est pas celui d'un verdict final, d'une condamnation. Il s'agit plutôt de la capacité à discerner, à analyser, à mettre en lumière. Il ne faut donc pas imaginer un juge avec un marteau. Pas du tout. Pensez plutôt à une lumière noire. Celle qu'on utilise dans les enquêtes pour révéler des choses invisibles à l'œil nu. Vous entrez dans une pièce qui vous semble parfaitement propre, on allume cette lumière, et soudain, vous voyez absolument tout ce qui était caché. Ah oui, d'accord. La parole, selon ce texte, fait exactement ça pour notre monde intérieur. Elle ne vient pas pour condamner, elle vient pour révéler ce qui est déjà là. Elle expose la vérité de ce que le texte appelle les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur étant ici le centre de commande, j'imagine, pas juste les émotions. Exactement. Dans cette tradition, le cœur, c'est le siège de la volonté, des intentions, des motivations profondes. Cette parole-lumière vient donc éclairer non pas seulement ce que nous pensons, mais pourquoi nous le pensons. Elle révèle les véritables mobiles derrière nos actions, les raisonnements cachés, souvent même à notre propre insu. C'est un outil de vérité intérieure radical. Incroyable! Récapitulons parce que le voyage a été dense. Si on rassemble tout, cette seule phrase nous a donné une définition en 4 temps. D'abord, cette parole, ce n'est pas un texte inerte, c'est une force vivante et chargée d'énergie, une sorte de batterie prête à l'emploi. C'est ça. Ensuite, son outil n'est pas un livre, mais un instrument de précision et de puissance absolue, l'épée à 2 tranchants capable de couper dans toutes les directions, sans obstacle. Puis sa cible, c'est l'intégralité de l'être humain. Elle a une capacité de pénétration et de dissection totale, capable de différencier notre système d'exploitation psychologique de notre connexion spirituelle. Et d'aller jusqu'au plus profond de notre être physique, oui. Et enfin, sa fonction ultime n'est pas de condamner, mais de révéler. C'est une lumière noire qui met en évidence la vérité de nos intentions et de nos pensées les plus profondes, cachées au centre de notre être. C'est fou comme la somme de ces images crée quelque chose de bien plus grand. Ce n'est pas une description de ce qu'est la parole, mais de ce qu'elle fait. C'est un processus, une action. C'est toute la clé. C'est exactement ça. L'auteur ne nous offre pas une définition de dictionnaire, il nous décrit une expérience, une rencontre avec quelque chose qui agit, qui tranche, qui pénètre et qui révèle. C'est une définition en mouvement. C'est une perspective vraiment puissante. Pour finir, comme toujours, j'aimerais qu'on laisse une question en suspens.
En nous basant sur cette exploration. Si on prend au sérieux cette idée d'une parole qui n'est pas juste une information à consommer, mais une force active, capable de nous scanner jusqu'à la moelle et de révéler notre propre code source en quelque sorte, alors qu'est-ce que cela change dans la manière dont on aborde un texte, une idée ou même une simple conversation?